Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez évidemment en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Et le lundi en supplément à la mi-journée pour décrypter les grandes tendances macro du moment et notamment cette question qui se pose sur l'économie américaine. Quels sont les derniers signaux envoyés par l'activité économique aux États-Unis et sur le front de l'inflation au démarrage d'une semaine qui sera marquée par la communication de la Réserve fédérale américaine, un meeting dont on n'attend pas de décision de changement de taux directeur à ce stade, mais qui sera un meeting intermédiaire particulièrement important alors que l'idée de la désinflation a été un peu remise en cause par un certain nombre de données récemment aux États-Unis. La Fed est donc attendue au tournant avec la question des changes qui montre là aussi le degré de friction qu'il peut y avoir entre la Fed et le reste du monde, les autres banques centrales. L'événement de la nuit aura été le mouvement de montagne russe du yen japonais qui a tradé entre 155 et jusqu'à plus de 160 avant une intervention des autorités monétaires japonaises et du ministère japonais des Finances qui a permis de faire retomber un petit peu la tension. Donc le seuil de 150 $ yen semble être désormais le seuil pour lequel les autorités monétaires japonaises n'auront plus de tolérance. En tout cas, c'est le signal qui a été envoyé ce matin. Au-delà de la Réserve fédérale américaine, la semaine sera intense avec la poursuite des publications microéconomiques et de grandes blue chips américaines notamment. Après, les premières grandes valeurs technologiques sont attendues ces prochains jours, les résultats d'Amazon ou encore d'Apple. La série continue également en Europe et au sein du CAC 40. Beaucoup de grands noms sont encore attendus cette semaine. Et puis la partie macro qui sera également très très dense avec les premières estimations d'inflation pour la zone euro pour le mois d'avril. On aura le chiffre allemand aujourd'hui et puis le reste des chiffres qui sera publié tout au long de la semaine ainsi que la première estimation et les premières estimations de croissance trimestrielle pour l'ensemble des pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro cette semaine après le chiffre de PIB américain la semaine dernière, sans oublier l'emploi américain qui viendra conclure cette semaine, je le disais, particulièrement dense. On va parler de tous ces sujets dans quelques instants avec Nicolas Leprince des équipes d'Edmond Rothschild Asset Management et puis Pierre-Yves Dugas sera avec nous évidemment comme chaque début de semaine pour faire le point sur l'actualité américaine, sur le front politique et sur le front du business. C'est notre quart d'heure américain hebdomadaire à retrouver en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, un point sur la situation des marchés obligataires et des enjeux pour les banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine qui se réunit cette semaine à partir de demain pour 2 jours. C'est Nicolas Leprince qui est à mes côtés en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le mois d'avril se termine et restera marqué par un nouveau choc de taux réels, emmené évidemment par l'économie américaine avec des données qui laisse un arrière-goût un peu différent. On a vu des données d'activité qui pouvaient donner l'impression d'un affaiblissement de l'économie américaine, quand les données d'inflation, elles, donnent peut-être l'idée d'un redémarrage ou en tout cas d'un momentum inflationniste qui ne s'est pas apaisé autant que prévu. Résultat, les taux américains, les taux longs notamment, se sont envolés. Quel est l'état des lieux que vous dressez de cette situation, de ce couple croissance-inflation aujourd'hui aux États-Unis et de ce que ça peut impliquer pour la Banque centrale américaine, bien sûr, Nicolas? Comme vous l'avez dit, je pense que la Banque centrale américaine ne va pas annoncer de hausse ou de baisse des taux cette semaine, c'est la première chose. C'est sûr que le dernier chiffre de PIB qu'on a vu la semaine dernière, sur le papier, n'était pas très bon à 1,6. En trimestriel annualisé, c'est vrai que ça paraît pas très bon, mais quand on regarde le détail de ce qui a contribué négativement, vous avez une grosse partie de la contribution négative qui vient de ce qu'on appelle le net export, donc les exports totaux. Et en fait, dans les exports totaux, vous avez les exports moins les imports. Et en fait, ce qui a beaucoup monté et qui contribue négativement à la croissance sont les imports. Donc, c'est pas vraiment le signe d'une économie qui ralentit très fortement. C'est le signe d'une économie qui croît autour du potentiel, autour des 2% de croissance réelle aux États-Unis, mais pas de ralentissement très fort. Et d'ailleurs, quand on prend le dernier jeu de scénario économique qui date de mars de la Fed, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient remonté leurs anticipations de croissance pour 2024. Ils étaient passés de 1,4 à 2,1. Ouais. Donc en fait, on est très proche de ce 2,1. Là où, en fait, il y a plus de questionnements, c'est sur l'inflation, bien sûr. On aurait pu s'attendre avec
une Fed qui remonte un petit peu ses prévisions d'inflation, et même si vous prenez le consensus de marché, il avait eu tendance à pas mal remonter sur 2024, le potentiel de croissance est pour 2024. Et en fait, quand on regarde dans le détail de l'inflation, en fait, ce ne sont pas les catégories liées au cycle qui ont l'air de monter aux États-Unis. Vous avez une étude de la Fed de San Francisco qui va regarder ce qui va venir de la demande et ce qui va venir du supply side. Et en fait, la hausse de l'inflation qui vient de la demande est plutôt en baisse. Voilà. Vous prenez ça par rapport au Q4 2023, par rapport au Q1 2024, vous avez quelque chose qui continue de ralentir, lié aux effets de demande. Et en fait, dans le détail des chiffres d'inflation, que ce soit janvier, février ou mars, vous avez ce qu'on appelle un peu des one-off, des éléments exceptionnels qui peut-être ne se reproduiront pas. Vous aviez en janvier des frais médicaux qui sont très liés au chiffre d'emploi, qui, eux, ont plutôt surpris à la hausse en janvier. En février, c'était plutôt les billets d'avion qui ont eu tendance à beaucoup monter. C'est beaucoup d'effets exceptionnels spécifiques. En mars, c'était, là, pour le coup, l'assurance auto. Oui, c'était l'assurance auto. Donc, vous avez mesuré dans le CPI à plus 20%, je crois, voilà, c'est ça. Exactement. C'était alors, il y a deux façons de faire. ça. Et en plus, il y a la question statistique. Soit on se dit, on essaie de découper, regarder, et dans ce cas-là, on regarde, c'est plutôt correct. Ça continue à désinflater. Il y a des catégories qui sont comme on dit en anglais outliers, c'est-à-dire qui changent un petit peu ou qui font des chemins un petit peu différents, ou alors vous le regardez au total, et au total, en effet, le chemin n'est pas très bon. Vous prenez... Ce que vont regarder les banquiers centraux, c'est forcément l'inflation en glissement annuel. Elle continue à se stabiliser ou à baisser, ou alors Jérôme Powell, de temps en temps, il regarde ce qu'on appelle les 6 mois annualisés. Si vous regardez les 6 mois annualisés, sur l'indicateur qui regarde qui est le PCE inflation, on est toujours à 3% de 6 mois annualisés. Mais des annualisations plus courtes, des 3 mois et choses comme ça, ont tendance à monter. Globalement, on a plutôt l'impression que cette année, c'est plutôt une année où le mandat de la Fed va revenir plus symétrique entre l'inflation et le chômage. Ils vont être quand même très attentifs aux données de croissance, aux données de chômage, et ça les poussera à être assez prudents. Très clairement, on ne voit pas de hausse de taux cette année aux États-Unis, comme commencent à le presser un petit peu les marchés. Ça nous paraît être une marche beaucoup trop importante. Les chiffres totaux d'inflation et le fait qu'on pressait quand même beaucoup de baisses de taux en début d'année fait que les taux d'intérêt ont monté. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de marge supplémentaire à la hausse de taux? Ça nous paraît un peu compliqué. 3% d'inflation, c'est ce que vous disiez sur du 6 mois annualisé, PCE, la mesure privilégiée pour la Fed. Certes, c'est peut-être pas encore l'idéal, mais c'est un niveau qui permet quand même à la Fed de se concentrer aussi sur l'autre partie de son mandat. C'est ce que vous dites, Nicolas. Et ça veut dire que si le pivot dovish de décembre de Jérôme Powell a peut-être été un peu extrême, puisqu'on a enlevé beaucoup des baisses de taux qui avaient été générées par cette communication de décembre de Jérôme Powell, l'idée quand même d'un prochain mouvement à la baisse reste l'idée centrale pour vous aujourd'hui. Toujours ce qui est pricé par le marché. On a 35 points de base qui sont pricés pour 2024. C'est très loin des 150-160 qu'on avait en début d'année, mais c'est toujours le chemin pour nous du côté de la Fed et du côté de la BCE aussi. Et du côté de la BCE, dans quelle mesure, du coup C'est ça la question. Du côté de si la Fed n'en fait plus qu'une, c'est le scénario du jour du marché. En fait, du côté de la BCE, quand on regarde dans le détail, le chemin est beaucoup plus en ligne avec ce qui était prévu en fin d'année. Il y a plusieurs caractéristiques. La première, la question que se posent les marchés, c'est est-ce qu'il y a des effets de second tour de l'inflation américaine sur d'autres économies? Et là, je trouve qu'une des choses qui est assez intéressante, c'est d'écouter par exemple la Banque centrale du Canada. Donc c'est Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, une économie quand même très liée aux États-Unis, qui a eu la question, savoir est-ce qu'il y a des effets de passation très forts dans l'inflation canadienne? Eh bien, selon lui, les effets sont relativement limités sur l'inflation canadienne. Malgré l'imbrication de l'économie canadienne avec l'économie américaine. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on prend les données d'inflation canadienne, elles sont à 2,9 en glissement annuel. Et quand on prend des mesures, quand on enlève ce qu'on appelle les trim means, c'est-à-dire on enlève les extrêmes à la hausse, à la baisse, en fait, on est sur quelque chose qui continue de baisser. Deuxième chose, en zone euro, on parle beaucoup, et vous en avez parlé, de l'euro qui est quand même plutôt plus bas. En début d'année, on était autour des 1,10. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,0750. On va dire on est relativement stabilisé. Mais quand on le prend en effectif réel, c'est-à-dire avec le panier d'importation de la zone euro, en fait, l'euro est au plus haut historique depuis sa création. C'est-à-dire que les pressions inflationnistes qui peuvent venir du reste du monde sont assez calmés par ce change-là. L'euro mesuré par rapport aux devises et pondéré par rapport aux devises de ses principaux partenaires commerciaux. C'est ça l'idée on prend la Chine, on prend le UK, on prend les États-Unis, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui
empêche même si l'énergie se traite en dollars. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde beaucoup l'euro-dollar. Mais en fait, dans le mix énergétique, alors dans le mix énergétique américain, oui, il y a beaucoup de pétrole, mais dans le mix énergétique européen, vous avez du pétrole, mais vous avez aussi beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité qui est générée soit par de l'éolien, du solaire ou du nucléaire. Et de ce côté-là, éolien, solaire, nucléaire, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à reprendre. Quand on prend les prix du gaz depuis le début de l'année, ils sont plutôt en baisse en zone euro. Et donc, en effet, on a cet effet de pétrole en dollars et donc remesuré en euros qui semble peser un petit peu à la hausse sur l'inflation, mais dans le mix énergétique, en fait, on a une inflation en glissement annuel sur l'énergie qui continue à baisser en zone euro. Et donc, ça veut dire que la BCE peut se permettre quand même, au moins pour quelques mouvements, de s'affranchir, j'allais dire, des problématiques de la Réserve fédérale américaine. La première chose, c'est que la hausse de septembre 2023, déjà, c'était ce qu'ils appelaient insurance hike, c'est-à-dire une hausse un peu d'assurance. Maintenant, dans la communication de la BCE, on voit que même les membres les plus faucons de la BCE ne remettent pas en doute le fait. Ils acceptent l'idée qu'il doit y avoir une baisse de taux. Ils essayent, pour l'instant, ils se battent sur le deuxième ordre, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle le back-to-back, c'est juin, c'est juillet. C'est en juillet. On a encore M. Wunsch aujourd'hui qui s'est prononcé là-dessus en disant que ça lui paraissait peut-être un petit peu excessif, mais ils sont plutôt en train de se battre sur le second ordre. Et pas sur la direction. Très clair. Donc oui, on voit toujours des baisses de taux dans la zone euro, certainement aux alentours de 3 baisses de taux sur la zone euro. C'est ça. Et 3, c'est compatible avec l'idée qu'on ne prend pas de risque de change. Vous avez noté le point, effectivement, sur l'euro, qui est quasiment au plus haut par rapport à ses devises et aux devises des partenaires commerciaux. 2, 3 baisses, même si la Fed ne fait rien, c'est gérable du point de vue du Forex. Exactement. Et quand on prend un peu les anticipations d'inflation en zone euro, aux États-Unis, elles ont pas mal remonté en zone euro, elles sont toujours plutôt basses. Aujourd'hui, demain, on va avoir l'inflation en zone euro qui sera certainement aux alentours des 2,3 ou 2,4. Avec les premières données qu'on a eues ce matin d'Espagne et de l'Allemagne, on a plutôt tendance à penser que c'est peut-être plutôt 2,3 que 2,4. Donc on baisse. On a aussi l'inflation core, donc celle des services, qui aura tendance à pas mal baisser ce mois-ci. Donc on va se retrouver dans un schéma où l'inflation européenne en glissement annuel sur tout le reste de l'année va être à 2, entre 2 et 2,3. Donc on est vraiment sur le scénario d'inflation de la BCE. Voilà. D'un point de vue obligataire, vous êtes gérant multi-asset, mais avec une dominante fixed income de longue date. Nicolas, qu'est-ce que ça implique pour vous chez Edmond de Rothschild Asset Management ? Ça implique qu'on reste positif sur les obligations. On voit bien que les taux d'intérêt ont monté, mais pour nous, le schéma d'inflation, aussi bien aux États-Unis, j'ai parlé sur les facteurs cycliques, sont pas orientés à la hausse. En zone euro, on continue le plan, donc on reste positif sur les obligations. On a clairement un biais pour être plus positif sur les obligations européennes, même si on prend le taux allemand à 2,5, 2,6% sur le 10 ans, ça paraît pas très attractif. Ça nous semble être quand même celle qui a le plus de potentiel, c'est-à-dire que avec des taux qui peuvent baisser plus, parce que le potentiel de croissance pour nous n'a pas beaucoup monté en zone euro, parce que l'inflation réagit quand même plutôt bien en zone euro. Y compris jusqu'à augmenter la duration justement sur l'obligataire européen zone euro aujourd'hui. Exactement. Nous, on reste assez constructif sur toutes les dettes. On peut parler de l'OAT, on peut parler du BTP. C'était ma question. Est-ce qu'il y a un risque de spread aujourd'hui sur les souverains européens ? On sort de 2 mois de psychodrame médiatico-politique sur l'OAT française spécifique, mais il y a des sujets qui peuvent être au-delà, en dehors du seul obligataire français. Est-ce qu'il y a un risque de spread aujourd'hui souverain en Europe ? Il y a deux choses. La première chose sur la France. Sur la France, je ne vais pas dire que les chiffres vont dans le bon sens. On a vu Fitch et Moody's qui remettent en cause un petit peu la trajectoire de dette sur PIB à moyen terme de la France. Je pense que Moody's parle de 2029 pour revenir à l'équilibre au lieu des 2027 qui sont annoncés par le gouvernement. Mais l'AFT, donc l'émission de trésor, l'émission d'obligations françaises, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont anticipé ce remue-ménage qu'il y a forcément avec ces agences de notation. Et quand on prend le programme de financement de la France, aujourd'hui on a fait un tiers de l'année, ils ont déjà fait 45% de leur programme de financement. Ils sont en avance par rapport à ce qu'ils faisaient en 2023. L'autre chose qui est assez rassurante pour les marchés, c'est qu'on n'a pas cette question de savoir que fera la BCE s'il y a le moindre sujet sur une dette périphérique ou sur l'OAT. Première chose, c'est qu'on a le TPI, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose qui est plutôt bien intégré par le marché. Un filet de sécurité. Un filet de sécurité, exactement. Et la grosse question qu'auraient pu avoir les marchés, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le désinvestissement. Vous savez que la BCE détient beaucoup d'obligations souveraines. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur gros programme qui est le PEPP ? Ça, ils ont déjà déminé largement le terrain. En fin 2023. Ils ont déjà préannoncé qu'en juillet, ils allaient commencer à réduire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inconnu du côté de la BCE. On sait qu'on a un filet de sécurité. On sait ce que la BCE fera. Bon,
Est-ce que et on le voit, les marchés price tout ça, le spread, donc l'écart de rendement entre l'Allemagne et la France évolue entre 40 et 50 points de base, et pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de raison fondamentale d'être en dehors complètement de la dette française aujourd'hui quand on est un investisseur obligataire. On a beaucoup de liquidités, on peut se poser des questions à moyen terme, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se pose des questions à moyen terme, et pour l'instant, ça ne change pas. Bon. Un non-event jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Je crois qu'il y a une décision rendue par une troisième agence, S&P, je crois, d'ici quelques semaines après l'étape Fitch et Moody's sur la dette française. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces sujets obligataires autour notamment du couple croissance-inflation aux États-Unis. Ça reste quand même ce qui domine les mouvements des marchés obligataires mondiaux aujourd'hui. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et comme chaque lundi à la mi-journée, pour démarrer la semaine, nous faisons le point sur la situation américaine, sur le plan politique, sur le plan des affaires et sur le plan boursier également, avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous à distance. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, sur le plan boursier, puisque vous retenez un crash la semaine dernière dans le monde de la tech américaine, et on parle d'une entreprise technologique américaine emblématique, Pierre-Yves. Alors, ce qui me frappe, Grégoire, c'est qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Donc, c'est doublement intéressant lorsque une valeur de premier rang dans le domaine de la technologie perd 9% en séance. En soi, c'est important, mais le fait que ça passe inaperçu veut dire quelque chose sur le statut de cette société dont tout le monde connaît le nom, mais qui n'intéresse plus grand monde parce qu'elle ne fait pas partie des Magnificent Seven. Je veux parler d'Intel. Intel a perdu 9% en séance. Intel maintenant a plongé de 37% depuis le début de l'année. Sa capitalisation est maintenant tombée à 136 milliards de dollars. Elle vaut un 16e, tenez-vous bien, de la capitalisation de Nvidia. Intel aujourd'hui, c'est beaucoup moins que Broadcom, beaucoup moins que Qualcomm et même que Texas Instruments. Intel, tout de même, c'est une société fondatrice de la Silicon Valley, société fondée en 1968. Nvidia, qui vaut plus de 2000 milliards de dollars, a été fondée en 1993. Vous étiez peut-être déjà né, Grégoire. À peine. Nvidia qui a gagné, pendant que Intel perdait 37%, Nvidia qui a gagné 77%. Alors, peut-être que c'est une affaire sur laquelle il faut sauter, parce que Intel, ayant beaucoup chuté, Intel ne pourrait que se redresser. Après tout, l'objectif de la bourse, c'est d'acheter quand c'est pas cher et de vendre quand c'est cher. Le ratio prix-bénéfice anticipé d'Intel aujourd'hui est-il vraiment bas? On est à 24. Alors, à vous de juger. Ouais. 7 trimestres consécutifs de baisse des ventes d'Intel. Enfin, semble-t-il, cette période atroce est terminée. Le patron, Patrick Gelsinger, nous a annoncé vendredi, ou plutôt jeudi soir, que enfin le chiffre d'affaires grimpait à nouveau, un gain de 9%. Intel perd toujours de l'argent, quelques 437 millions de dollars. Un chiffre d'affaires trimestriel de 13 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire 13 milliards de dollars? Alors, je vais faire une comparaison qui est probablement un petit peu malhonnête, mais qui, je pense, peut tout de même aider à mettre des idées dans la tête. Vous vous souvenez des résultats annoncés par Microsoft quelques jours plus tôt? Microsoft nous a dit qu'en un seul trimestre, ils allaient procéder à des dépenses d'investissement en capital et en infrastructure pour tenir compte de la forte demande qu'ils sont en train de monétiser déjà d'intelligence artificielle. Microsoft, en 3 mois, va nous acheter pour 17 milliards de dollars d'équipements, notamment en data centers, en serveurs, etc. Microsoft, en 3 mois, achète plus que la totalité du chiffre d'affaires trimestriel d'Intel. Comme quoi, les géants peuvent tomber très bas, très très vite. On peut revenir un petit peu sur cette histoire d'Intel qui est assez traumatisante, mais indiscutablement un des grands tournants aura été cette rencontre en 2007
entre Paolo Tellini, qui dirigeait à l'époque Intel, et qui n'était pas ingénieur d'ailleurs, ce qui était un break dans la culture de l'entreprise, lorsqu'il a reçu la visite de Steve Jobs, qui lui a dit, voilà, on va sortir un iPhone, vous avez déjà dans nos Mac, vous nous fournissez déjà des puces extraordinaires, vous devriez faire la même chose pour notre iPhone. Et puis ils ne sont pas tombés d'accord. Ah ouais. Et c'est le début de la fin de la capacité d'Intel à monter dans le train de la mobilité, de la miniaturisation, de la mobilité du numérique. Ils ont raté ce train. Et ils sont peut-être en train de courir sur le quai pour rattraper le dernier wagon du train de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on leur souhaite, parce que s'ils ratent ce train-là, alors là, ça devient très compliqué. Effectivement. Bon, après, des grandes entreprises technologiques américaines qui ont été portées au firmament, puis qui ont connu ensuite des périodes plus difficiles et plus sombres, il y en a eu plein. Et c'est aussi une des caractéristiques de ces entreprises de parfois pouvoir rebondir du fond de la piscine, si je puis me permettre, Pierre-Yves. Mais vous avez raison. Enfin, on me dit, on n'arrête pas d'entendre que effectivement l'usage de l'IA va quand même générer un fort renouvellement de tous les équipements devices hard, que ce soit le laptop, la tablette, le téléphone, le smartphone. Et donc on se dit quand même que pour Intel, qui est toujours présent forcément dans ces équipements d'électronique personnelle, comme on dit, il y a quand même quelque chose à jouer, au moins l'idée de pouvoir profiter de cette vague, Pierre-Yves. Alors, je ne suis pas ingénieur, mais Intel avait un double problème qu'ils sont en train, disent-ils, de résoudre. Un problème d'architecture de leurs composants. On est encore sur des architectures qui remontent aux années 80. Et un problème de miniaturisation et de qualité de fabrication. Alors, Intel est en train de développer, et Intel présente désormais d'ailleurs ses résultats trimestriels financiers sous ce nouveau prisme. Intel est en train de développer son activité de fabrication de microprocesseurs, y compris pour des concurrents. Pour le moment, Intel perd énormément d'argent dans ce secteur-là, mais il nous annonce, c'est censé nous rassurer, que d'ici quelques années, ils vont finir par gagner de l'argent là-dedans, dans le foundry business. Et puis, l'architecture évolue aussi. Ils ont présenté des composants à la fin de l'année dernière qui, enfin, permettent d'introduire certaines applications d'intelligence artificielle. Seulement, voilà, les concurrents, eux, ne sont pas les bras croisés. C'est déjà le cas pour Apple et pour Qualcomm dans leur propre puce depuis 2017. Ce fameux Neural Processing qui permet donc de faciliter le traitement d'applications d'intelligence artificielle dans les composants est déjà dans les éléments de gros concurrents et il n'est pas du tout gagné pour Intel qu'il puisse vraiment monter dans ce train de l'intelligence artificielle, sans parler de ces aides massives que Joe Biden est en train de débloquer pour Intel. Tiens, à propos de Joe Biden, Pierre-Yves, on est toujours quand même surpris, et on l'est depuis longtemps maintenant, depuis au moins 2 ans, par la vigueur, la force, la solidité, la résilience de l'économie américaine, et peut-être même plus que cela, dans une certaine mesure, avec un marché du travail ces dernières années, qui a peut-être été le meilleur marché du travail pour des générations aux États-Unis, Pierre-Yves. Il y en a un pour qui les Bidenomics ne fonctionnent pas, c'est Joe Biden. D'ailleurs, il ne parle plus de Bidenomics. C'est fini. Ce terme qui a été inventé pour le ridiculiser par les républicains et qu'il a repris à son compte, précisément pensant qu'il allait pouvoir présenter à l'opinion américaine un bilan constructif de son programme économique, c'est fini. Il ne prononce plus ce terme. Il est passé à autre chose parce qu'il s'aperçoit que ça n'a pas marché. La cote de Biden, du président Joe Biden, est tombée la semaine dernière à 38%. C'est pratiquement son plus bas. À ce stade-là d'un premier mandat, historiquement, on est à 52% en moyenne. Donald Trump, à ce stade-là de son premier mandat, il n'en a fait qu'un pour le moment, était à 46. Joe Biden, aujourd'hui, est à 38. Barack Obama était à 47. Donc, il y a un véritable problème Biden qui, semble-t-il, est déconnecté de la réalité économique américaine. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien c'est parce que les Américains ne voient pas à quel point leur économie, par rapport aux performances européennes, est bien plus satisfaisante, ou bien c'est parce que nous, analystes financiers, économistes, nous regardons au mauvais endroit. C'est peut-être un peu les deux.
On en a souvent déjà parlé ensemble, mais il y a une chose qui frappe les Américains et qu'ils sentent clairement dans leur portefeuille, c'est que leur revenu disponible, effectif, leur véritable pouvoir d'achat, quand on tient compte de la fiscalité et de l'inflation, il n'a pas augmenté depuis 4 ans. Et ça, c'est certainement un élément très important de la manière dont les Américains lisent la valse des étiquettes dans l'alimentation et qui leur donne de l'inflation cette image tout à fait traumatisante qui plombe considérablement l'image et la popularité du président Biden. Et si ce n'est pas l'économie, qu'est-ce que ce sera alors, Pierre-Yves ? L'avortement. L'avortement est un thème qui mobilise les démocrates et l'électorat féminin en particulier et l'électorat jeune. Et dans l'électorat jeune, tous les sondages le montrent, pour le moment, Joe Biden est en train de perdre des points, en partie d'ailleurs à cause de l'affaire de la guerre à Gaza, mais pas uniquement. Et ça, c'est une tactique qui a été adoptée par le président Biden depuis quelques semaines. On abandonne la conversation sur le Bidenomics et on parle des valeurs démocratiques qui, dit-il, sont mises en danger en cas de réélection de Donald Trump et de la protection fédérale à tous les niveaux du droit de l'avortement. Voilà au moins 2 thèmes qui, semble-t-il, du point de vue en tout cas démocrate, pourraient aider Joe Biden à remonter la pente. Il a accepté de débattre avec Donald Trump, j'ai vu, Pierre-Yves ? Oui, il va débattre. Il ne faut pas débattre trop tôt, parce que si ça se passe mal, on peut toujours se rattraper dans un 2e ou 3e débat. Si on débat trop tard ensuite et que ça se passe mal, c'est encore pire. Mais pour le moment, on s'énerve beaucoup, on s'excite beaucoup, on se passionne beaucoup, et c'est bien normal pour tous ces sondages. L'élection, ça n'est qu'en octobre. Ah oui. Les Américains vont commencer à voter en octobre, ils vont s'arrêter de voter le 1er mardi de novembre, mais les opinions des Américains sur leurs intentions de vote ne vont se former qu'à partir de juillet-août. Donc ça n'est pas trop tard. Il y a un énorme avantage dont dispose le président Biden aujourd'hui sur son opposant Donald Trump, c'est que son trésor de guerre est considérable, à peu près 2 fois plus élevé que celui de Trump. Il est capable de lever des fonds bien plus que ne le peut le président Trump, sachant que la dernière fois, ça n'a pas, plus exactement en 2016, cela n'a pas empêché Donald Trump de gagner, bien que Hillary Clinton, face à lui, ait disposé d'un trésor de guerre et de capacité de faire de la publicité à la télévision bien supérieure à ce dont disposait Donald Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour votre présence hebdomadaire pour ce quart d'heure américain, tourné bien sûr vers les États-Unis, vous l'aurez compris, sur le plan politique, sur le plan des affaires. Pierre-Yves Dugas nous accompagne, correspondant américain de Bismart. Voilà pour cette édition de Smart Bourse du lundi de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour la grande édition.